Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on commence par notre focus, c'est notre rôle modèle du jour. Il est suédois et il a développé l'un des jeux vidéo les plus connus au monde. Il s'appelle Marcus Persson et nous vous présentons son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Milly Antouille est avec nous aujourd'hui. Bonjour Milly. Bonjour. Ravie de vous retrouver, quel va être l'objet de votre chronique? Aujourd'hui, on va se sensibiliser à la drépanocytose. On en parle dans un instant et puis vous le savez, on les reçoit très régulièrement sur ce plateau dans l'école du futur. Comment se portent les entreprises qui composent le marché EdTech? De quoi ont-elles besoin pour continuer à se développer, à grandir, à innover au service de celles et ceux qu'elles servent? Et qui sont ces organisations aussi qui agissent derrière, dans l'ombre, pour les soutenir? On en parle avec notre invité en visioconférence aujourd'hui, Pierre Laborde. Bonjour Pierre. Bonjour Philippine. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'école du futur. Vous êtes le président de l'AFINEF. L'AFINEF, c'est l'association qui rassemble les entreprises du numérique, de l'éducation et de la formation avec l'objectif de structurer l'écosystème EdTech. Vous nous en parlez dans un instant, juste après le focus. Grand passionné de jeux vidéo et de programmation, il développe sans le savoir en 2011 un jeu qui marquera l'histoire. Il s'appelle Marcus Persson et si son nom ne vous dit rien, vous n'avez pas pu passer à côté de l'un de ses plus grands jeux. Un jeu qui a marqué des générations et des générations. Ça s'appelle Minecraft. Focus aujourd'hui sur ce développeur suédois avec Jean Martineau. Jag heter Marcus Persson. Jag har gjort ett spel som heter Minecraft som nyligen fått ganska mycket publicitet i svenska pressen. Marcus Persson, c'est une success story qui a tout d'un conte pour enfants. Tout commence en 1986, lorsque Marcus, un jeune Suédois alors âgé de 7 ans, vivant dans la banlieue sud de Stockholm, décide d'apprendre la programmation. Après quelques mois d'apprentissage, il crée son premier jeu à l'âge de 8 ans. Il se passionne rapidement et enchaîne les concours et compétitions de développeurs de jeux vidéo. C'est en 2009 que bascule réellement sa carrière avec le lancement de son jeu vidéo de type bac à sable, un format où l'on fait, défait, cherche, construit, fusionne, imagine, c'est de la totale liberté. Le jeu prend rapidement de l'engouement, des allures simples mais bien pensées, des possibilités de créer à l'infini qui instaurent une sorte de rivalité très saine entre les joueurs qui souhaitent surpasser ce que l'autre a accompli. À tout cela s'ajoute l'essor des vidéos sur internet, un grand nombre de vidéastes mettent en avant ce qui deviendra un phénomène, Minecraft. Salut à tous les amis, ici Fantapné, plus connu sous le nom de Fanta. Mon ami Zelvac, vous êtes certainement au courant de cette nouvelle série qui va arriver, La Cité des Sables. Eh bien salut tout le monde, c'est Squeezie. Et écoutez, je tenais à faire une petite vidéo avant de partir. Tous les amis, c'est Fanta et je suis sur le canapé de Bob Lennon en compagnie de mon ami Bob. Salut. Bonsoir. Marcus, de son surnom Notch, ne sera pas emballé par la notoriété que ce succès lui donne et s'estompera peu à peu de sa création jusqu'en 2014 où Microsoft rachètera le jeu. Notch restera toutefois présent à travers plusieurs clins d'œil dans le jeu vidéo jusqu'en mars 2019 où Microsoft décidera d'effacer son nom de l'écran de lancement dans la dernière version du jeu et toute référence à son créateur à la suite de divers propos controversés tenus sur son compte Twitter. Les entreprises du numérique éducatif et de la formation œuvrent pour l'école du futur et chacune d'entre elles porte la même conviction que le numérique est un formidable outil au service de l'ensemble de la communauté, vous le savez. Alors au cœur de cette filière, un acteur agit justement pour étendre l'impact de ces entreprises et de ces associations et les faire rayonner en France comme à l'international. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, donc, en visioconférence avec nous pour en parler, Pierre Laborde, vous êtes le président de l'AFINEF. L'AFINEF, c'est quand même, et malgré tout, 12 ans d'expertise au service de la filière EdTech, avec comme objectif de rapprocher les acteurs, quels qu'ils soient. Vous êtes très connu de celles et ceux, justement, qui composent ce marché, mais un peu moins du grand public. Alors, justement, comment est-ce que vous vous présenteriez, Pierre ?
Vous avez très bien introduit Philippines. Donc effectivement, on est une association qui fédère les acteurs du numérique éducatif en France. On est une des premières associations puisque on est né il y a 12 ans, comme vous l'avez bien dit. Et aujourd'hui, on aide, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants, on aide les nouveaux entrants à comprendre cet écosystème, ce marché, qui a une certaine complexité, notamment sur le numérique éducatif lié au scolaire, où vous avez différents acteurs, l'éducation nationale, les académies, les financeurs, avec les académies, avec les collectivités. Et on les aide en fait à naviguer dans cet écosystème et à travailler leur modèle économique pour trouver une traction et puis après envisager des passages à l'échelle. Et on a aussi beaucoup de membres un peu plus matures. Aujourd'hui, on est à peu près à 150 membres. J'ai rejoint le bureau de la FINEF il y a 3 ans et on était à peu près 70 membres. Donc vous voyez, en 3 ans, ça a beaucoup progressé. Et puis peut-être aura-t-on l'occasion de parler des récentes propositions qu'on fait pour pérenniser cette filière qui est très innovante en France et qui participe à la compétitivité de notre pays. Effectivement, justement, mais vous m'avez ôté les mots de la bouche. Vous disposez, on l'a dit, d'une expertise qui vous a conduit à élaborer très récemment des propositions à destination des institutions et parmi elles, 15 propositions pour le numérique éducatif, 10 pour le numérique éducatif au service de l'inclusion. Voilà, vous nous montrez justement votre rapport et 5 propositions au service de l'orientation. Quelles sont-elles dans les grandes lignes, Pierre, ces propositions ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les propositions. On vous enverra aussi, on n'a pas déjà fait le petit livret qui les présente. Et effectivement, on a des propositions globales sur le numérique éducatif scolaire. Que je vais en retenir quelques-unes. Et puis aussi, on a fait un livret sur l'inclusion et l'orientation, qui sont 2 autres sujets sur lesquels travaillent nos membres, sur lesquels ils ont construit des propositions de valeur tout à fait intéressantes et efficaces. Au niveau des propositions de la FINEF, sur les propositions globales pour le numérique éducatif scolaire, ce qui nous paraît important, c'est cette clarification de zones d'ombre qu'il peut y avoir, par exemple, dans les territoires entre collectivités et académies. Donc les académies sont responsables des aspects pédagogiques, mais qui est en capacité de déployer massivement des solutions qui vont faire progresser les élèves, qui vont les aider à réussir et se saisir de l'opportunité du numérique éducatif. On n'en a pas parlé, mais le numérique éducatif peut être un vrai game changer. On parle toutes les années de PISA, on a des études d'impact qui montrent que certaines solutions aujourd'hui développées et disponibles en France permettraient de drastiquement améliorer nos résultats sur PISA. Donc cette zone d'ombre sur le qui fait quoi nous semble important d'aider ces personnes-là à bien communiquer. Donc on aide notamment les collectivités à les acculturer sur les ressources qui sont disponibles. Donc elles s'appuient sur nous pour faire en quelque sorte du sourcing. De la même manière que tout à l'heure je vous disais qu'on aide nos membres à mieux comprendre le marché qu'ils cherchent à adresser. On aide les financeurs, les acheteurs à mieux voir l'offre qui est disponible et qui est tout à fait riche et variée en France. Et on n'a pas à rougir des autres pays européens ou du reste du monde en termes d'offres de numérique éducatif. Vous aidez aussi les enseignants, je crois, dans vos propositions. Pardon Pierre, je vous coupe, mais l'une des propositions qui m'a marquée, c'est le fait que vous soutenez justement la mise en place d'un pass ressources pédagogiques dédié à l'acquisition de ressources numériques pour les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça n'existe pas. Oui, il y a plusieurs choses sur les enseignants. Il y a ce pass de ressources pédagogiques ou contre-ressources. C'est aussi un projet qui est dans la bouche des pouvoirs publics, notamment du ministère de l'Éducation, mais pas que, avec qui on est en relation très étroite, ainsi que d'autres opérateurs publics.
Pierre, une autre question aussi qui agite la communauté, et puis celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce que vous faites aussi à la FINEF, vous nous avez présenté les grandes lignes, mais vous nous parlez depuis tout à l'heure de propositions, notamment pour le numérique éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire en fait le numérique éducatif? On a l'impression que c'est beaucoup de choses aussi. Alors est-ce que vous en donnez une définition assez claire dans ces propositions? Ok. Donc le numérique éducatif, c'est toutes les solutions technologiques qui vont permettre de faire réussir les élèves dans leur scolarité, les adultes au cours de leur carrière pour continuer à se former. Et c'est comment la technologie peut se mettre au service de besoins humains. Le numérique éducatif, c'est tout ça. Et parmi nos acteurs, d'ailleurs, on retrouve cette grande diversité. Vous avez des startups qui vont développer des solutions très pointues, très innovantes sur, je ne sais pas, l'apprentissage des fondamentaux, l'éducation à la sexualité, l'orientation, l'inclusion. Et puis, vous pouvez aussi, dans nos membres, on a des éditeurs plus traditionnels qui se sont mis au numérique déjà depuis plusieurs années, qui ont des choses intéressantes à proposer et qui ont aussi une expertise très forte en matière d'édition. Et on a ce qu'on appelle les équipementiers, donc des fabricants de tablettes, d'écrans, de vidéoprojecteurs qui font partie de cet écosystème. Et enfin, il y a d'autres choses qui, dans ces équipementiers, vous allez pouvoir retrouver des personnes qui font du petit matériel connecté. Donc, on peut aussi faire, on en parlera peut-être, mais du numérique éducatif sans écran, grâce à ces robots, ces petits matériels pédagogiques connectés. Le numérique éducatif, vous nous avez parlé tout à l'heure de son importance aussi dans PISA, notamment à partir de l'année prochaine qui va être pris en compte, ce que vous nous disiez, mais ça a un vrai rôle sociétal dont peut-être que justement on ne prend pas assez conscience aujourd'hui. Alors, oui, donc on a parlé de PISA. Ce que je disais par rapport au numérique éducatif qui potentiellement peut avoir une mauvaise presse parce qu'il peut être associé à cette notion d'écran. Et il faut bien distinguer les choses entre écran distractif ou écran abrutissant. Le fait qu'on ait des jeunes aujourd'hui qui soient suspendus aux réseaux sociaux, les phénomènes d'influence sur des êtres qui sont encore en développement cognitif, on comprend bien les ravages et c'est des problèmes de santé publique. Nous, on envisage le numérique de manière positive. Il y a ce terme d'éducatif et ça rejoint donc ces questions de société. Quelle doit être la place du numérique au sein de la société, notamment des écrans. Et donc, on est partisan de temps d'écran utiles. Cette étude PISA que vous avez recitée démontre que si on a un temps équilibré et raisonné derrière des écrans sur des activités pédagogiques, alors on peut améliorer significativement les résultats. On est dans les bonnes tranches du côté de PISA. Ça, c'est des choses qui sont publiques, hein, que vous pouvez consulter. Et nous, ce qui nous semble aussi important dans ce monde qui est toujours plus technologique, c'est comment en fait équilibrer entre le monde concret, le monde réel, le monde tangible et les potentialités du numérique, comment préparer les futures générations d'actifs de demain par rapport aux différents enjeux des compétences qui vont être désormais nécessaires pour les métiers d'avenir. Donc on avait parlé de compétitivité du pays, mais c'est aussi lié à ça. Il est important que l'école évolue aussi à ces transformations-là, et parce que le rôle de l'école, ça reste de préparer des citoyens éclairés et qui vont être en capacité de garder le contrôle sur la technologie. Et il y a aussi ces enjeux-là que porte notre filière d'un numérique éducatif qui soit souverain. Il ne s'agit pas de proposer des traductions sous-titrées de vidéos de la Khan Academy dans nos écoles. Il s'agit d'utiliser des solutions qui sont créées par des auteurs qui sont des enseignants du système scolaire éducatif français, avec l'aide d'entreprises qui sont en France ou à l'échelle européenne. Enfin, on peut parler peut-être plus utilement de souveraineté européenne. Et on a donc ces enjeux liés à la préparation pour les métiers de demain
et aussi à garder le contrôle sur nos technologies. Et pour ça, il faut apprendre avec des technologies européennes. Merci beaucoup Pierre. Ce que je vous propose, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui avec nous, Pierre Laborde, le président de la FINEF. Pierre, avant de continuer nos échanges, on va laisser place à la chronique de Milly Antwi qui a une idée derrière la tech. Milly, aujourd'hui avec vous, vous allez nous sensibiliser à une maladie que je ne connaissais pas qui s'appelle la drépanocytose. Exactement. Alors j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison et aujourd'hui on va parler de la drépanocytose, un sujet important, souvent méconnu. Alors la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire qui affecte des millions de personnes à travers le monde et qui est prioritairement détectée chez des personnes originaires des Antilles, d'Afrique, de la Méditerranée. Elle est aussi présente en Inde, en Amérique du Sud et surtout au Brésil. Il est donc possible que l'un de vos élèves, de vos enfants ou de vos amis soit concerné. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, le 19 juin, c'était la journée mondiale de la drépanocytose. Alors, on va commencer avec vous par comprendre, Milly, ce que c'est que la drépanocytose et comment elle affecte surtout les personnes qui en sont atteintes. La drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang qui se caractérise par la production de globules rouges qui ont une forme de faucille plutôt que la forme de disque normal comme on le voit à l'écran. Ces globules rouges qui sont déformés peuvent venir boucher les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne des crises de douleurs aiguës, des anémies, des infections et des complications graves. Les personnes atteintes de drépanocytose peuvent également être plus susceptibles de développer des complications médicales comme des accidents cérébraux et des infections graves ou une insuffisance d'organes. Rien que ça, effectivement. Bon, et comment elle impacte cette maladie, la qualité de vie justement des personnes qui en sont atteintes et puis aussi, et c'est important, de leurs proches? Alors, la drépanocytose peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des patients et de leur famille. Comme pour toute maladie, il y a des degrés différents, mais dans les cas les plus compliqués, les crises de douleurs sévères
et les complications médicales chroniques peuvent avoir un impact sur les activités du quotidien. De plus, les soins médicaux fréquents et les hospitalisations peuvent imposer un fardeau financier et émotionnel considérable pour les familles. Alors comment justement, Milly, on peut venir soutenir à la fois les personnes atteintes de drépanocytose et leurs familles, et puis aussi sensibiliser, comme vous le faites aujourd'hui, le public à cette maladie? Il est crucial de fournir un soutien holistique aux parents, aux patients et à leurs familles en prenant en compte leurs particularités, bien que ce soit une maladie qui est complètement invisible et qui s'exprime soudainement par des crises de douleurs articulaires. D'ailleurs, il est même probable que certains parents ou certaines personnes qui nous regardent soient drépanocytaires sans même le savoir, ou bien comme moi, porteur sain du gène drépanocytaire qui fait que je n'ai pas la maladie, mais je peux la transmettre sous certaines conditions. Donc c'est pour ça que la sensibilisation du public à la drépanocytose est essentielle pour lutter contre les stigmatisations, les préjugés associés à la maladie, que ce soit à l'école, au travail, ou encourager vraiment la recherche et le financement de nouveaux traitements. Alors comment on peut savoir justement si on a le gène porteur de cette maladie? Alors si vous voulez faire le test, il existe sur Paris le centre d'information et de dépistage de la drépanocytose. Vous pouvez y aller sans ordonnance et gratuitement en prenant rendez-vous. Donc on vous a mis les coordonnées à l'écran, et si vous nous suivez d'une autre région, vous pouvez demander une ordonnance à votre médecin pour vous faire tester dans un laboratoire. Est-ce que vous avez aussi des initiatives, Milly, à nous proposer si les spectateurs veulent justement en savoir plus sur à la fois la transmission et puis les cas de drépanocytose? Oui, je vous recommande l'association Drepa Warriors, créée par Gifty Quarting, qui propose des ateliers de sensibilisation et de prévention de la maladie. Et si vous êtes drépanocytaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe désormais l'application DrepaCare, qui est le premier réseau social d'entraide entre drépanocytaires, cofondé par Myriam Haït. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer aussi comment cette maladie peut affecter la scolarité des enfants? La drépanocytose peut avoir plusieurs répercussions sur la scolarité des enfants. Les crises de douleurs sévères peuvent entraîner des absences prolongées et imprévues à l'école. De plus, la fatigue chronique due à une circulation sanguine altérée peut affecter la concentration et la performance académique des enfants. Et enfin, les complications liées de santé qui sont associées, comme les infections fréquentes, peuvent également perturber le parcours scolaire. Alors Milly, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider, ces enfants? Du coup, il est essentiel d'établir un plan de soutien individualisé en collaboration avec les écoles, les parents et les professionnels de santé. Cela peut inclure du coup des accommodations pour des absences imprévues, des aménagements pour les périodes de récupération après les crises et l'accès à des ressources pédagogiques supplémentaires qui peuvent être consultables à distance, notamment avec les applications numériques éducatives pour compenser les périodes d'absence prolongée. Sujet de notre émission, effectivement. Le mot de la fin, Milly, peut-être? Donc, renseignez-vous sur la drépanocytose, car il y a beaucoup plus de cas qu'on ne le croit. Merci beaucoup, Milly, pour cette chronique. Sensibilisation, c'est important. Et nous, on va continuer à parler, justement, vous en avez parlé rapidement, du numérique éducatif, notamment avec notre invité tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec notre invité en duplex aujourd'hui avec nous, Pierre Laborde. Je rappelle que vous êtes le président de l'AFINEF. Milly nous parlait donc effectivement rapidement de ce numérique éducatif, des applications aussi qui constituent ce marché qui s'appelle le marché EdTech. Vous êtes au service de cette filière depuis 12 ans avec l'objectif de rapprocher ces acteurs quels qu'ils soient. Vous nous l'avez expliqué. Aujourd'hui, Pierre, comment elle se porte cette filière ? Alors aujourd'hui, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a une filière très riche, avec beaucoup d'offres qui fonctionnent très bien d'un point de vue pédagogique, qui ont démontré leur efficacité. En revanche, elle a encore du mal à trouver un public suffisamment important. On est encore dans une phase, je dirais, d'adoption de early adopters. Et elle a du mal aussi à accéder à une pérennisation de leur modèle économique. Quand on propose des budgets aux enseignants, ils vont se saisir du numérique éducatif. Mais aujourd'hui, et c'est bien ça le projet du compte ressources ou du pass ressources qu'on propose dans nos 15 propositions, c'est de donner ce pouvoir aux enseignants de se saisir de ce potentiel.
Et Pardon, on est un petit peu dans une phase de transition. Donc moi, à côté de la FINEF, je m'occupe aussi je dirige une de ces EdTech sur l'enseignement des maths et des sciences. Nous, on est un petit peu plus anciens. On est arrivé avant le grand boom, au début des années 2000. Et mon distributeur italien, quand il est venu à Educatech, donc le grand salon porte de Versailles qui a lieu chaque année, m'a dit mais on se croirait à Londres au début des années 2000. Vous devez avoir un marché hyper développé en France. C'est dingue, toutes ces solutions, toutes ces innovations, c'est hyper intéressant. Donc il n'imaginait pas que finalement derrière ces EdTech restaient à la peine en termes économiques, en termes d'entreprise. Et c'est des vraies difficultés qu'on peut percevoir quand on est gérant de ces entreprises-là. Si on veut être dans la qualité, et quand on parle d'éducation, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la qualité, on ne peut pas être en mode low cost ou gratuit. On ne doit pas plaisanter avec le futur de nos enfants. Elles ont du mal à retenir les talents. Et ça, par exemple, c'est pour vous donner un exemple, mais ça peut être un vrai frein de passage à l'échelle et du fait qu'on soit en capacité de garder une offre de qualité qui a des résultats, qui peut avoir un impact, comme l'ont démontré les nombreuses études d'impact. Elles sont documentées, on pourra vous les envoyer. Et on a besoin d'un choc budgétaire. Donc on nous a demandé d'essayer de dimensionner quel serait le besoin en termes de marché. Et il y a certains niveaux de budget dans nos propositions qui sont dans la tête de nos interlocuteurs, dans les pouvoirs publics. Oui, mais malgré tout, rien ne bouge, Pierre. Non ? On a quand même l'impression que c'est assez paradoxal d'ailleurs ce que vous nous dites, c'est que à la fois c'est un marché qui se porte plutôt bien, où il y a de plus en plus d'acteurs et vous le voyez d'ailleurs qui souscrivent à la FINEF et qui se développent en France. Et d'un autre côté, il y a un marché, notamment le marché du scolaire, qui a quand même vraiment besoin des autres et vraiment besoin aussi d'avoir un marché. On a l'impression aujourd'hui, et en tout cas les entreprises qui viennent sur ce plateau nous parler quand ils sont dans ce secteur, qu'il n'y a pas de marché pour se développer et qu'il n'y a pas de pérennité. Non ? La pérennité, et voilà, il y a un vrai enjeu de pérennité, il y a une volonté politique très forte, et on le voit dans nos échanges avec nos différents partenaires, que peuvent être la direction du numérique éducatif, Canopé, on en parlait plus tôt, la Banque des Territoires. Il y a des gens dont c'est le rôle et de faire émerger économiquement cette filière pour continuer à rendre disponibles ces ressources-là. Simplement, il manque le déclic final pour aboutir à un compte-ressource qui serait suffisamment abondé en termes de marché. Donc, si vous voulez, il y a eu une politique de stimulation de l'offre très forte, très forte. Et aujourd'hui, on se retrouve presque, quand il y a un marché qui sort, on se retrouve en situation un peu d'océan rouge, parce qu'il y a des tas d'entreprises qui sont nées de subventions, d'aide à l'innovation, et vraiment c'est très bien, et je félicite les pouvoirs publics pour avoir mis ça en place, c'est remarquable, et ça n'a pas été fait dans beaucoup d'États membres de l'Union, mais derrière ça n'a pas suivi en termes de marché, donc il va falloir d'une part abonder ce marché avec des budgets. Les collectivités locales ont certainement leur part à prendre, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à elles, à la FINEF, mais pas que, je pense à la tête de l'État. Justement, c'est intéressant ce que vous nous dites, et ce sera peut-être l'une de mes dernières questions, parce que pour soutenir ces entreprises du secteur de la tech, vous avez annoncé le 19 juin dernier le début d'une opération de mentorat, justement au sein de votre association, dans l'objectif d'accompagner vos membres et les aider à naviguer dans l'écosystème EdTech, notamment auprès des collectivités. Est-ce que vous voulez bien nous en dire rapidement un peu plus ? Tout à fait. Donc effectivement, dans notre actualité, on sort un grand prix d'une part et un dispositif de mentorat. Donc pour revenir sur le dispositif de mentorat, il va aider de la même manière que moi, quand je suis rentré à la FINEF, ça m'a permis de développer ma EdTech. On va permettre de mettre en relation des plus anciens du marché avec des jeunes qui rentrent, parce que le marché est très peu lisible, pour les aider à rentrer sur ce marché, à comprendre les codes,
qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est en train de démarrer. Et puis dans l'autre point en termes d'actualité, on parlait des collectivités qui peuvent aider au financement et à la pérennisation de ces outils-là. On lance un grand prix AFINEF pour les collectivités innovantes en termes de numérique éducatif. Comme vous le savez, on les aidait déjà par ailleurs de manière moins visible, mais là on va essayer de les rendre visibles et puis aussi créer une émulation entre elles via ce prix de la collectivité, parce qu'il y en a beaucoup qui font des très belles choses et elles méritent d'être récompensées par rapport à cette vision. Et justement, c'est ce que vous faites. Effectivement, merci beaucoup en tout cas Pierre pour tout ce que vous faites, notamment avec l'AFINEF, vous et vos collègues, au service justement des enseignants, des élèves, des membres de la communauté éducative et puis aussi et surtout du secteur EdTech. Je rappelle donc effectivement, vous venez de le dire, le grand prix AFINEF de l'innovation pour les collectivités innovantes. Ce que je vous propose, parce que le temps nous est réduit, vous viendrez nous en parler à la rentrée, si ça vous dit, justement pour nous faire part des grands gagnants. Je vous en prie. Merci à vous Pierre Laborde. Je rappelle que vous étiez et vous êtes toujours le président de l'AFINEF. Merci aussi à vous Milly Antouy d'avoir été parmi nous aujourd'hui, chroniqueuse du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, vous le savez, on se retrouve dès demain, 12h30, comme tous les jours sur School TV. Et d'ici là, passez une bonne journée.